Et bonjour à tous, c'est Kekit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo tutoriel du format Draft League. J'ai vu quand même que la première vous a beaucoup plu, et je vous en remercie d'ailleurs d'avoir bien aimé. Je vais essayer de régler les petits problèmes de son qu'on m'a donné, qu'on m'a fait remarquer pour la première vidéo. Donc là, normalement, j'ai essayé un petit peu de les régler, ça va être un peu mieux. Puis de toute manière, vous serez toujours là pour me dire dans les commentaires ce qui va pas. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à des tutos pour faire de bonnes drafts. Je vous le cache pas, ça va être la vidéo la plus importante, je pense, de la série. Parce que, tout simplement, la phase de drafting, enfin, la phase d'élaboration d'une draft, c'est la première étape du coup, donc, du gameplay, entre guillemets. C'est la première étape du gameplay draft, et c'est pour moi la phase la plus importante. Mais c'est aussi à la fois la phase la plus compliquée à comprendre. Donc là, vous pouvez le voir, du coup, je compte aborder évidemment les 5 étapes, hein, la phase de pick, la phase de team build, la phase de match, phase de review aussi très importante. Je compte un petit peu aborder les 5 phases dans des vidéos, donc vous allez encore avoir au moins 5 vidéos, ça devrait aller. Après, on verra ce que je vais faire pour me diversifier un peu. Mais en attendant, du coup, je vais parler des draft plans et vous donner des petits conseils pour faire une bonne draft. Alors évidemment, d'abord, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'une bonne draft? Tout simplement, c'est quelque chose de logique, c'est une question qui est légitime de se poser. Pourquoi, par exemple, si jamais je vous affiche cette draft, je vais vous dire, ok, cette draft-là, elle est très bien, alors qu'à côté, je peux vous sortir une autre draft et vous dire, bah regardez, celle-là, elle est pas ouf. Il faut peut-être vous expliquer pourquoi, c'est important. Ce qui qualifie une bonne draft pour moi, c'est une draft qui arrive à avoir des match-ups positifs la plupart du temps. Alors par match-up positif, j'entends évidemment, par exemple, contre 85% de la tier list, une bonne draft aura une réponse, une ou plusieurs réponses au Pokémon. Donc dans l'ensemble, si une draft, lorsqu'elle affrontera une deuxième draft, elle aura énormément de chances d'avoir un bon match-up. Une autre définition pourrait être simplement que la draft n'a pas de grandes failles apparentes. Ça veut dire que la draft, elle est assez forte offensivement pour passer les gros walls et pour avoir une pression offensive. Elle peut avoir, un très bon corps défensif. C'est une draft qui est plutôt complète dans l'ensemble. Alors, comme je vous ai dit plus tôt, c'est pour moi la vidéo la plus importante parce que je vais vous donner des conseils pour comprendre comment faire de bonnes drafts. Avant tout, j'ai plusieurs disclaimers à faire. Hein. Le premier disclaimer étant sur la fameuse draft parfaite. Hein. Vous pouvez directement faire une croix dessus. C'est impossible d'avoir une draft parfaite. Dans chaque draft, il y aura des Pokémon qui seront capables, de par leur double type, de par des statistiques, de par le coverage, de par sa complémentarité dans la draft, il y aura toujours des Pokémon qui seront capables de mettre en difficulté votre draft. Et c'est justement à ce moment-là que vous devez être assez créatif, être assez fort pour trouver des contres, hein, tout simplement à vos drafts, à vos propres counters. Pareil, donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, mon but c'est pas forcément que vous fassiez des drafts parfaites, c'est qu'au moins vous arrivez à comprendre tout le process qu'il y a derrière la création d'une draft et comment vous améliorer tout simplement, comment faire de bonnes drafts, hein, voilà, je vous ai dit. Deuxième point important, si jamais vous pensez qu'avoir une bonne draft, c'est vous assurer les top 1, les premières places des tournois, c'est pareil, c'est totalement faux. C'est pas parce que vous êtes premier dans les power rankings. Donc les power rankings, c'est un classement qui est établi en général après la phase de pick avec tous les joueurs, que ce soit d'une pool ou tous les joueurs de l'ADN. Et les power rankings, c'est en gros, on classe les joueurs selon leur draft. C'est pas parce que vous êtes dans les premiers du power ranking que vous allez forcément atteindre le dernier carré de l'ADN ou quoi. Ça se joue aussi évidemment sur vos skills in-game. Ça va jouer sur plein de choses. Ça va jouer sur vos match-up parce que, si je vous ai dit plus tôt, pour moi une bonne draft, c'est 85-90% de bons match-up. Mais si vous avez vraiment pas de chance, si vous tombez que sur les 10%, ça va être quand même compliqué pour vous. Ou alors, peut-être, même si c'est une bonne draft, si la draft ne vous plaît pas, ne vous convient pas, ça peut aussi être compliqué.
Et pareil, comme je vous ai dit, vraiment, une bonne draft, ça ne fera pas forcément un top 4, comme une mauvaise draft ne se fera pas forcément dégager dès le premier tour. Un de mes exemples récents, c'est qu'il y avait une draft league, donc j'ai participé à la MML, organisée par Max de Strat. Dans les Power Rankings, j'ai été classé second. Et pourtant, j'ai été éliminé en quart de finale par une draft qui était 14e, je crois, des Power Rankings. Donc c'est une draft qui était très basse, et pourtant, je me suis fait sortir. Donc tout est possible. Dernière chose que j'aimerais aborder, c'est que souvent, lorsqu'on pose la question à des joueurs sur qu'est-ce qu'une bonne draft, on va souvent vous sortir des listes à rallonge avec 15, 20, 30 points à cocher. Je vais pas le faire pour une simple et bonne raison. Déjà, c'est que j'ai autre chose à faire. Enfin, j'ai pas le temps pour détailler chaque point. Et surtout, le problème que j'ai, c'est que ça met au même niveau des points qui n'ont pas le même degré d'importance. Ça veut dire qu'il y aura des points qui sont pour moi essentiels, et j'y reviendrai plus tard sur les points essentiels dans une draft. Et il y en a d'autres qui sont moins importants, c'est-à-dire si vous les avez, c'est cool, mais si vous les avez pas, c'est pas dramatique, votre draft n'est pas catastrophique, elle ne doit pas drop comme ça. Et puis surtout, pareil, on est toujours dans une optique de faire des vidéos pour les débutants. Vous donner une liste de 30 points à cocher quand vous êtes débutant, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc, je préfère me cantonner sur les bases du drafting et sur comment vous devez penser en format draft league. Et on va donc commencer avec le premier conseil qui va être le plus important, la cohérence. La cohérence, c'est la clé pour faire une bonne draft. Alors, qu'est-ce que j'entends par cohérence ? Par cohérence, j'entends que les Pokémon qui sont dans votre draft, ils ne sont pas là parce qu'ils ont des points forts. Ils sont là parce qu'ils sont des points forts qui viennent combler les points faibles des autres membres de la draft. Vous inquiétez pas, j'aurai un exemple en dessous pour illustrer, mais les Pokémon dans votre draft, ils sont là, que ce soit au niveau de la couverture de type, au niveau des rôles, sur plein de choses. Les Pokémon qui sont dans votre draft, ils sont pas juste là parce qu'ils font bien quelque chose. Ils sont dans votre draft parce qu'ils font quelque chose de bien pour aider un autre ou d'autres Pokémon qui ont du mal justement avec ce point. Un exemple sera peut-être mieux pour vous illustrer. Je vais donc parler de Urshifu style rapide. Donc évidemment type combat haut. Lorsqu'on regarde ses stats, on voit évidemment une très bonne stat d'attaque. Très bonne stat d'attaque cumulée avec son stab torrent de coups, qui lui permet donc d'avoir une attaque qui tape 3 fois, 3 coups critiques. Et ça permet donc de faire de dégâts monstrueux. Si on s'intéresse aussi un peu autour, on voit aussi de très bons bulk physique, 100 en PV, 100 en défense. Ça permet de venir... 100 en PV, 100 en défense, ça permet du coup de venir sur beaucoup d'attaques physiques. Et surtout, même si on n'est pas investi, 97 en vitesse, c'est très bien parce que ça fait un bon utilisateur de mouchoir choix. Et en plus, si on s'intéresse à son move full, on voit qu'il a accès à demi-tour qui est forcément très bien. Et au final, on se rend compte qu'il y a plusieurs manières de jouer Urshifu et il a plusieurs sets où il est très viable. Ça peut être le mouchoir choix, comme je vous ai dit plus tôt, mouchoir choix demi-tour. Vous pouvez le jouer juste bandeau choix breaker. Parce qu'avec torrent de coups qui va faire des crits, évidemment avec le bandeau choix et ses 130 d'attaque, c'est assez menaçant. Vous pouvez aussi le jouer protective pads, ou même là j'ai pas mis les restes, mais vous pouvez jouer des restes pour jouer un petit peu plus bulky, un peu plus de setup. Alors ce sera souvent avec gonflette parce que lorsqu'Urshifu est autorisé, c'est que dans Slam est banni. Donc vous le verrez souvent avec gonflette. Voilà, donc les points forts d'Urshifu, ça peut être un très bon breaker physique, ça peut être un très bon scarf user. Et il peut tout simplement avoir aussi des options de setup très intéressantes. Les points faibles maintenant. Il peut avoir du mal contre les types plantes et les types eau. Notamment, c'est les deux types qui peuvent venir sur son stab. Alors évidemment, il y a aussi le type dragon, mais ça c'est un peu... ça va dans l'ensemble. C'est toujours embêtant, mais ça va. Et surtout vraiment le type plante et le type eau qui vont déranger Urshifu.
Et là, on va me dire, ouais, mais avec les types plantes, il a demi-tour, comme tu l'as dit, il a accès à Poison Jab, donc ça va, il doit passer. Le problème va être que, selon, évidemment, selon le Urshifu que vous allez jouer, selon les réponses de votre adversaire, ça sera parfois pas suffisant. Par exemple, Urshifu, c'est bien, il a Poison Jab, mais s'il fait Poison Jab sur un temps gros, ça fera pas suffisamment de dégâts pour le passer. Et derrière, lui, le temps gros, il a juste à taper Giga Drain. Vous avez vu, Urshifu a une défense spéciale très faible. Giga Drain, Urshifu est mort. Pareil pour le type O. Si vous voulez spammer votre torrent de coups, c'est souvent le Pokémon de type O, genre Milobellus, qui sera capable de se soigner, qui va venir vous embêter. Et sinon, si jamais vous n'avez pas le mouchoir choix, vous pouvez vous faire RK par la moitié des types faits du jeu, puisque souvent le type fait, c'est un type qui va taper sur le spécial. Donc évidemment, la défense spéciale de votre Urshifu, c'est pas la plus optimale. c'est pas le mieux pour Urshifu, donc souvent pouvoir se faire RK. Donc je vous ai donné un petit peu les points forts et les points faibles d'Urshifu en Draft League. C'est une liste non exhaustive. Et le but pour avoir une draft qui est cohérente, c'est que vous allez rajouter des Pokémon qui viennent combler les faiblesses d'Urshifu. Là, par exemple, j'ai parlé du type plante et du type fée qui était assez dérangeant pour Urshifu. Eh bien, on peut prendre un bon breaker de type feu sur le spécial, pour taper un petit peu sur les deux plans. Ça peut très bien rentrer avec Urshifu, par exemple. On peut parler d'Armarouge, on peut parler de Blacephalon. Ce sont deux Pokémon qui ont notamment une très bonne attaque spéciale. Donc évidemment, avec cette attaque spéciale, ça vient rajouter une menace en plus sur votre adversaire, parce que si vous avez un gros Pokémon qui tape sur le physique et un gros Pokémon qui tape sur le spécial, ça commence à être très compliqué pour votre adversaire. En plus de ça, les deux, comme ce sont des Pokémon de type feu, ils gèrent évidemment très bien les Pokémon de type plante, et comme je vous ai dit avant, Urshifu a accès à demi-tour, donc sur certains sets, vous pouvez taper demi-tour sur l'entrée du Pokémon plante, envoyer votre Pokémon feu pour le menacer et conserver votre avantage. Surtout qu'en plus, vous avez la possibilité soit de snowball avec Blacephalon. Donc snowball, c'est prendre un kill qui ensuite peut entraîner la mort de la team adverse. Ou sinon, vous avez Karmadura qui peut juste vraiment break avec son stab. Les deux ont aussi des options de setup qui sont plutôt très cool. Ils peuvent venir sur les attaques fées. Puisque si par exemple vous jouez un Urshifu Breaker, vous avez peur de vous faire RK, vous pouvez envoyer vos Pokémon de type feu sur les attaques fées. Vous avez résisté. Vous pouvez tenter aussi d'envoyer sur les Pokémon de type plante. Donc vous avez vraiment, donc les Pokémon apportent beaucoup à Urshifu, mais Urshifu apporte aussi beaucoup à ces Pokémon. Urshifu vous permet de venir sur la faiblesse ténèbres des deux Pokémon présentés. Ils viennent sur la faiblesse ténèbres, ils viennent sur la faiblesse sol, puisque comme je vous ai dit, Urshifu c'est essentiellement, c'est un bon bulk physique, et la plupart du temps les Pokémon de type sol et type roche vont taper sur le physique exclusivement. Donc Urshifu vient dessus et les remenace derrière avec son torrent de coups. Il vient sur les types d'arc. Donc Urshifu vient combler les faiblesses d'Armarouge ou de Blacephalon. Et inversement, Armarouge et Blacephalon viennent combler les faiblesses d'Urshifu. La cohérence de draft, c'est ça le plus important. C'est vraiment les Pokémon, ils sont pas juste là pour être là. Ils sont là pour apporter quelque chose aux autres Pokémon. Et les autres Pokémon leur apportent quelque chose. Et si vous arrivez à comprendre ça, alors vous serez capable vraiment de faire des... Vous serez vraiment capable d'apprendre plus vite et surtout de comprendre plus facilement comment on fait de bonnes drafts, comment construire vos drafts tout simplement. Là évidemment j'ai parlé d'options offensives, mais des options plus défensives auraient pu aussi fonctionner. La liste que je vous donne est non exhaustive. Par exemple, Flammicator aurait pu prendre la place des Blacephalon ici et ça a rentré pareil. C'est juste que là, forcément, c'est un Pokémon un peu plus défensif qui va en plus apporter, qui apporte moins de break dans le spécial, mais qui apporte plus le côté défensif et une meilleure gestion des setups adverses. Donc une fois que... j'espère que vous avez compris ce point, qui est pour moi le point le plus important dans les drafts. Maintenant on va aborder un second point qui est tout simplement le speed tier. Parce que, évidemment, comme je vous ai dit dans la première vidéo, vous avez votre draft, votre adversaire a une draft, donc votre adversaire connaît vos speed tiers. Et comme il connaît vos speed tiers, on va prendre un exemple avec cette répartition aléatoire, eh bien ça veut dire qu'ils peuvent plus facilement s'adapter pour jouer en premier sur certains Pokémon. Par exemple, là vous êtes plus rapide, c'est par exemple on va dire Mew qui a 100 de vitesse.
il a 328 de speed. Si votre adversaire a un Pokémon à 115, comme par exemple Azelf, enfin comme Créfadé, il va avoir 329 de speed avec 252 EV. Ça veut dire deux choses. Un, il va vous dépasser naturellement. Tous vos Pokémon seront dépassés par Créfadé. Et en plus de ça, il n'a pas utilisé sa nature. Donc il va pouvoir maximiser ses dégâts avec une nature offensive. Là, je parle des Pokémon très rapides, mais par exemple, dans le cas où le Pokémon, la draft adverse a un Pokémon à 80-81 de vitesse, genre Slitherwing, même problème. Si votre Pokémon à 80 de vitesse n'est pas vraiment une menace pour Slitherwing, bah, il va jouer Adamant, il va pouvoir maximiser ses dégâts, et il va dépasser tout ce qu'il peut dépasser. Puisque le Pokémon 67 de basse vitesse, ça ne dépasse pas, en basse vitesse, ça ne dépasse pas Slitherwing de 152 EV speed. Donc il va pouvoir dépasser tout ce qu'il veut. La vitesse, elle est importante pour ça, c'est que ça vous permet, en fait, d'éviter, ça permet de contraindre votre adversaire à jouer des natures plus vitesse et donc à réduire un petit peu son potentiel offensif. Donc il est important d'avoir un speed tier qui est assez varié et d'avoir un petit peu des vitesses de partout. Je pense, pour moi, le minimum, ce serait du coup donc un Pokémon qui tourne à au moins 120. J'aurais plus tendance à dire 115, mais ça oscille entre au moins 115 et 120 plus, pour vraiment avoir un gros Pokémon rapide qui, en cas de draft très lente en face, pourra vraiment maximiser de l'attaque, pourra maximiser du bulk, et ça peut faire la différence en match, hein. Ça peut faire la différence sur du setup. Pareil, je vous conseille après, les speed tiers qui est en dessous, c'est surtout pour forcer le speed tier du dessus à jouer une nature plus vitesse. Par exemple, vous avez un Pokémon à 110, 115 de speed, ça va forcer un Pokémon à 120 de devoir jouer une nature plus vitesse. C'est vraiment, on joue toujours comme ça. Pour les Pokémon à 90-100, ça aussi, ils sont assez importants parce que généralement, ce seront de très bons Scarf Users. Donc, ça permet à la fois de pouvoir aller titiller un peu les Pokémon les plus rapides du jeu. Mais en plus de ça, si vous jouez avec votre mouchoir choix, vous n'avez pas forcément besoin d'être full vitesse pour dépasser les Pokémon à 100 de speed, 105 de speed. Et donc, vous allez pouvoir utiliser votre nature plus offensive pour maximiser vos dégâts. Pareil, je parle évidemment, donc je marque 3 Pokémon entre 65 et 85. Donc, évidemment varié, c'est-à-dire si vous avez un Pokémon à 82, 83, allez prendre un Pokémon dans les 75 et un Pokémon entre 65 et 70 pour essayer d'avoir des vitesses un peu larges. Faites pas 80, 85 et 60. Vraiment, essayez de faire varier. Évidemment, si vous savez faire les comptes, vous voyez qu'il n'y a pas le nombre de Pokémon dans une draft. Pour moi, c'est le minimum à avoir dans chaque spectre, on va dire, enfin dans chaque zone de vitesse. Essayez vraiment d'avoir un panel de vitesse un peu large. Entre parenthèses, j'ai précisé un Pokémon à 40 ou moins de vitesse, c'est pas une obligation. De toute façon, c'est quelque chose qui se rentre assez facilement. Hein. Et ça permet d'avoir un petit plan de secours contre des éventuels Trick Room. Vous tomberez rarement sur des hard Trick Room, parce que c'est très dur à jouer. Et c'est assez contraignant, puisque forcément votre adversaire s'y prépare bien. Mais contre des petits corps de Trick Room, vous pouvez toujours avoir la petite option de secours peut vous sauver. Voilà. Et du coup, on va passer au dernier point qui est aussi important, c'est que pour avoir une bonne draft, vous devez avoir des rôles qui sont indispensables. Vous devez éviter vraiment des faiblesses qui sont trop évidentes. La première étant évidemment les Entry Hazard. Je suis pas le plus grand fan de Entry Hazard, j'ai pas trop tendance à les jouer. Souvent, je préfère soit taper, soit reprendre du momentum. Mais il vous faut au moins de quoi bien gérer les Entry Hazard. C'est-à-dire vraiment, pour qu'une draft soit bien contre les Entry Hazard, il faut au moins, je pense, 2 défogueurs, 2 Pokémon plutôt solides qui sont capables de les enlever, les Entry Hazard, pour pas être obligé de jouer des bots. Parce que si jamais vous jouez des bots, vous n'allez pas avoir d'item pour augmenter vos dégâts comme une Life Orb, un bandeau choix, une ceinture pro. Vous n'allez pas... il va vous manquer un item. Il va vous manquer parfois un peu de patate. Donc sur certains Pokémon comme les pivots, ça peut le faire.
Mais jouer les bots sur tout le monde, c'est pénible à force. Ou alors, si vous ne les jouez pas, bah, vous allez vous faire gratter par des pics, par des pics toxiques. Vous allez vous faire gratter. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Ensuite, évidemment, il y a certains types qui sont tout à fait indispensables dans une draft pour espérer faire une bonne draft. Le premier étant évidemment le type acier, hein, on ne vous le présente plus, très solide défensivement. Vous avez une immunité poison, vous avez la résistance dragon, vous avez la résistance fée, qui sont des types que vous retrouverez souvent offensivement. Donc, souvent en plus, le type acier, ça va être souvent votre rocker ou celui qui va vous poser des entry hazard. Donc, ça peut très vite être essentiel de mettre le budget. Si vous avez l'opportunité de mettre le budget sur un bon type acier, faites-le. Ensuite, évidemment, après le type acier, vous avez aussi le type fée. Type fée qui est un incontournable aussi. Vous avez la résistance combat. Elle est très importante celle-là pour votre type acier. Vraiment, cette résistance combat, elle peut valoir de l'or, hein, souvent. Vous avez votre immunité dragon, évidemment, et c'est un bon type offensif. Aussi, vous avez forcément une résistance ténèbres pour le type ténèbres, qui est pour moi le troisième type vraiment incontournable à avoir. Parce que vous allez pouvoir avoir un gros spam de coffre. Et si vous avez un bon fée et un bon ténèbres, vous pouvez en plus venir sur les coffres adverses, ce qui est toujours bien. Aussi, ça permettra d'éviter à votre adversaire de vous sortir de cette malgage du style des forces ajoutées avec Calm Mind, Cosmic Power, ce genre de choses. Juste un type Dark, ça va forcer votre adversaire à jouer un move de coverage, donc c'est toujours ça de prix. Pour moi, vraiment, ces trois-là, ce sont pour moi les trois qui doivent être incontournables. Pour moi, c'est essentiel de les avoir dans une draft pour avoir un truc solide. Et en plus de ça, tout simplement, il faut mettre le budget, je pense, sur ces types-là en priorité. Et ensuite, vous pouvez compléter avec d'autres choses. Hein. Évidemment, je vous ai dit en introduction, il y a une trentaine de cases à remplir si vous voulez faire une bonne draft. Il y a des trucs qui sont importants, des trucs moins importants. Là, c'est des trucs qui sont vraiment quand même assez importants que je vais vous parler. Je pense par exemple, alors là, vous ne voyez pas, mais c'est à la résistance sol. La résistance sol, elle est très importante parce que vous allez avoir des séismes de partout. Pour votre type acier, pour vos types feu. Enfin, c'est le move de coverage que tous les Pokémon vont avoir. Et vraiment, je pense que c'est essentiel d'avoir une bonne résistance au type sol. Un autre truc qui est plutôt cool d'avoir, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours un petit plus, c'est avoir un type poison qui touche le sol pour évidemment vous enlever les pics toxiques. Parce que les pics toxiques, c'est quand même des entry hazards qui sont très forts. Ça va vous donner un statut et vos Pokémon vont juste se faire gratter sur la durée. Donc, juste le fait d'avoir envoyé un type poison pour enlever vos pics toxiques, ça peut vous aider. Ça peut clairement vous aider. Eh ben écoutez, je pense avoir fait le tour. Hein. On approche quand même les 25 minutes de vidéo. Hein. Ça se voit que c'est une vidéo un peu plus importante que d'habitude. Toujours, je vous rappelle quand même que ces conseils que je vous ai donnés, avec ces conseils, vous ne ferez pas forcément de bonnes drafts tout de suite. C'est pas possible de faire des bonnes drafts rapidement. Vous allez devoir vous entraîner, expérimenter, tenter des trucs. Mais déjà, si vous avez compris les conseils de cette vidéo, ça vous permettra de comprendre comment faire une bonne draft. Et je pense que c'est le plus important, parce que si vous comprenez comment faire pour bien entourer un Pokémon, si vous comprenez comment trouver des complémentarités, derrière, lorsque vous irez demander des conseils, parce que ça peut arriver que vous demandez des conseils à des joueurs plus expérimentés que vous comprendrez pourquoi ils vous donnent tel ou tel conseil. Vous comprendrez pourquoi, et donc vous arriverez à apprendre plus facilement. Voilà, écoutez, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, si jamais vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce, un petit like, je suis pas contre. Si jamais vous avez de retours, que ce soit positif ou négatif, vous pouvez venir me le dire dans les commentaires. Pareil, si jamais les joueurs Draft League sont un peu frustrés parce que j'ai pas parlé de tel ou tel truc, pareil, venez le dire tout simplement dans les commentaires. La prochaine fois, je pense que je parlerai un petit peu plus de la phase de pic de manière générale.
Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde, c'était Kaikit. Ciao.